Bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout va bien? Grosse ambiance ce soir. Ça va? Bien. Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition 2023 du grand concours Mathèse en 180 secondes qui est organisé par France Université et le CNRS et puis localement organisé par l'Université de Lyon. Donc Mathèse en 180 secondes, qu'est-ce que c'est? C'est un concours d'éloquence. C'est un concours de vulgarisation scientifique où les candidates et les candidats ont exactement, précisément, et ni plus ni moins de 3 minutes, pas une seconde de plus, ça c'est pour bien vous mettre la pression dès le départ, 3 minutes pour vous présenter leur sujet de thèse de recherche. Voilà. Il s'agit bien sûr d'un concours qui a une portée bien plus grande que simplement ici sur Lyon. C'est un concours international qui commence donc, comme aujourd'hui, d'abord par une finale locale Lyon-Saint-Étienne, et puis ensuite qui sera suivie par une demi-finale. Donc la demi-finale, elle sera à Paris du 29 au 31 mars. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on dit plus ou moins chaque année. Qu'est-ce que c'est qu'MT 180 qu'est-ce que ça va faire? Jusqu'où est-ce que ça va aller? Mais cette année, eh bien, ce concours est un petit peu spécial, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous fêtons les 10 ans de Mathèse en 180 secondes. Voilà. Ça fait une décennie. Ça fait une décennie qu'on vous régale de recherche scientifique. Avec l'équipe de Lyon, justement, on a fait quelques calculs sur cette décennie passée. Donc, au total, à votre avis, combien de candidats sont passés en 10 ans? Comme ça, 100 150? Ouais, on est dedans, en fait. Au total, c'est 130 candidats et candidates qui sont passés, ça fait quand même un paquet, pour un total de présentation qui, mis à bout et cumulé, atteindrait 6h30 de présentation. Alors, on ne vous la refera pas aujourd'hui, tout le résumé quand même, ce serait un peu difficile, sans compter aussi une autre chose, petite fierté locale, grande fierté locale, c'est que Lyon est la seule ville de France à avoir, pendant ces 10 ans, accueilli 2 fois la finale nationale. Voilà, petit cocorico, ça fait toujours du bien. Donc ça, c'était en général. Aujourd'hui, maintenant, eh bien, nous avons 12 candidates et candidats présélectionnés qui font leur thèse donc soit sur Lyon, soit sur Saint-Étienne, et qui ont pu suivre une formation à la médiation scientifique, et qui, bien sûr, ce soir, se prêteront au jeu devant vous. Alors, devant vous, dans le grand amphithéâtre de l'Université de Lyon, évidemment, mais aussi devant vous, internautes qui nous suivez en direct sur le compte Facebook de l'Université de Lyon. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à intervenir, à interagir, commenter, discuter et partager l'événement avec le hashtag MT180. Voilà. Pour commencer, et pour leur donner un peu de courage, je vais d'abord vous demander donc à vous, les 12 finalistes d'aujourd'hui, eh bien de vous lever et, cher public qui est là ce soir, de leur donner tous vos meilleurs encouragements. Avec toute la chaleur et la bienveillance que vous êtes capable. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Bien, ils sont remontés à bloc, là je suis sûr, maintenant ça va bien se passer. Donc comme je vous le disais, on a 12 candidats. À l'issue de cette soirée, 2 lauréates ou lauréats seront sélectionnés. Donc le premier, ce sera le prix du public, donc c'est vous qui allez déterminer votre lauréat ou lauréate préféré. Donc pour ça, normalement, en rentrant dans la salle, vous avez reçu chacun un petit papier, d'accord? Et à la suite des 12 présentations, eh bien, ce sera aussi votre travail de désigner votre gagnante ou votre gagnant. Voilà. Donc un premier prix du public, mais aussi un premier prix du jury. Donc nous avons un jury ce soir que je vais vous présenter maintenant et qui va nous rejoindre ici, devant vous. Je vous laisse me rejoindre, le jury. Et donc ce jury, eh bien justement, il est composé. Voilà, il est là.
Cet éminent jury est composé donc de différentes personnes, justement, vous allez voir, de différents domaines, de différents milieux. On a un jury qui est très hétéroclite, et c'est justement ça qui est très intéressant. Donc nous aurons, dans l'ordre, Stéphanie Porchy-Simon, qui est professeure à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Voilà. Romain Amiot, qui est chercheur CNRS au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète et Environnement. Oriane Lorne, qui est consultante en recrutement scientifique, RD2 Conseil. Franck Barato, coordinateur du festival Demain, mais en mieux. Et enfin, ce jury ne serait pas complet sans Guillaume Lamy, qui est rédacteur en chef à Lyon Capitale. Donc vous allez tous les 5 avoir la lourde tâche de définir, de déterminer notre gagnant ou notre gagnant de ce soir. Le président du jury a été désigné tout à l'heure par vous, et l'heureux élu est justement Monsieur Amiot. Alors justement, vous vous apprêtez, vous et votre jury, on va le dire comme ça, à désigner la fine fleur de la recherche lyonnaise et stéphanoise. Alors, est-ce que vous avez tout simplement un petit mot justement à leur dire? Alors, bonsoir à tous. Je crois que le micro ne fonctionne pas. Allô, allô. Ouais, parfait. Bien, bonsoir à tous. Déjà, nous souhaitions, nous les membres du jury, remercier tout le comité d'organisation de nous avoir invités à participer en tant que membre du jury à cette finale locale de ma thèse en 180 secondes. Et donc, en guise d'introduction, en petits mots, alors j'imagine que moi, en tant qu'ancien doctorant, vous êtes confronté à ce challenge extrême qui est le dimanche midi en repas de famille, essayer d'expliquer à mamie, papy, tonton, tata ce que vous faites, à quoi vous passez vos 3 années qui constituent votre thèse. Et donc, effectivement, ma thèse en 180 secondes, c'est le challenge ultime. Ça va être la manière pour vous de montrer ce que vous êtes capable de dire et ce que nous sommes capables de comprendre. Donc, on vous souhaite vraiment bon courage. Faites-nous rêver, faites-nous voyager. Et puis, on se retrouve après vos auditions pour boire un coup. Alors, très important. Ça motive. Non, mais très important, bien sûr. Alors, justement, une fois que les auditions seront faites, donc tout le jury va aller délibérer dans une petite pièce secrète à côté. Est-ce que vous pouvez juste nous dire selon quels critères, justement, vous allez évaluer toutes ces prestations? Alors, j'ai oublié mes notes, mais je me souviens qu'il y a 4 critères, 4 critères principaux. Alors, le premier critère, ça va être en fait votre prestance, la manière dont vous allez vous adresser à nous, au public. Donc, voir un petit peu si vous êtes capable de vous exprimer de manière claire, de nous faire voyager à travers vos paroles, votre gestuelle. Le deuxième critère, c'est un critère basé sur la vulgarisation. Donc, est-ce que nous sommes capables de comprendre ce que vous faites? Donc, il va falloir que vous trouviez les bons mots, les bonnes métaphores pour nous faire comprendre vos sujets de thèse, parce que nous avons lu les titres, certains, on n'a rien compris. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'est pas spécialiste. Je me demande si ce n'est pas une tradition d'avoir des titres incompréhensibles. Si, je pense. Le troisième critère que nous utilisons, c'est la structuration. Alors ça, vous êtes formé pour cela. Structurer un exposé, même s'il est très très court, en fait, le structurer correctement, en fait, c'est nous prendre par la main et nous emmener depuis le début jusqu'à la fin pour qu'on comprenne bien ce sur quoi vous travaillez. Et puis enfin, il y a le petit bonus coup de cœur. Donc ça, c'est à la discrétion des membres du jury. Voilà. Voilà, vous savez exactement et précisément à quelle sauce vous allez être mangé. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de participer à cette soirée. Je vais vous laisser du coup retourner à votre place et puis on va pouvoir commencer la soirée. Merci à tous et à toutes. Merci, bon courage. Et donc on va pouvoir commencer officiellement cette finale locale qui est organisée en partenariat avec la métropole de Lyon, la MGEN, la CASDEN et Lyon Capitale, bien sûr.
Et pour commencer cette soirée, eh bien, j'aimerais inviter avec moi sur scène Franck Debouc, président de l'Université de Lyon, et Laurent Barbieri, délégué régional du CNRS Rhône-Auvergne. Pardon, excusez-moi. Merci à vous deux d'être là parmi nous ce soir. Donc, presque un an, jour pour jour, on se retrouve exactement au même endroit pour le même événement. Je vais commencer, Monsieur Debouc, par vous, si vous voulez bien. Donc, vous êtes le président de l'Université de Lyon, qui est co-organisatrice avec le CNRS de l'édition lyonnaise de ma thèse en 180 secondes. Alors, les doctorants qu'on va découvrir ce soir, ils vont nous dévoiler une palette, vous allez le voir, qui est très impressionnante, mais ça n'est encore qu'une toute petite partie de l'ensemble de tous les sujets qui sont portés justement par les universités de Lyon et Saint-Étienne. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci aux 12 candidats. Et vous verrez une petite partie des grandes thématiques traitées ici sur le site de Lyon-Saint-Étienne. Il y a plus de 100 laboratoires sur le site de Lyon. Il y a 5400 doctorants, ce qui fait à peu près 900 thèses par an, sachant que la thèse dure un minimum de 3 ans. Et l'enthousiasme qu'ils vont développer tout à l'heure, c'est une illustration de la qualité de la recherche qui va des sciences humaines et sociales, en passant par les sciences dures, les sciences fondamentales, les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines et sociales et tous les volets, le droit, économie, gestion. Il y a des thèses dans tous les domaines. Et c'est une des grandes richesses du site de Lyon, c'est la richesse et la variété des thématiques traitées ici à Lyon. Je pense qu'il n'y a aucune thématique non traitée à Lyon. Merci beaucoup. Monsieur Barbieri, justement, je reviens vers vous. Alors, vous êtes le délégué régional CNRS en Rhône-Auvergne. Le CNRS, du coup, a impulsé ma thèse en 180 secondes en 2014, partout d'ailleurs dans le pays, pas uniquement ici en local. Ce soir, c'est la 10e édition. Est-ce que 10 ans plus tard, vous attendiez un succès comme celui-ci ? Alors effectivement, la première édition, c'est une édition australienne, c'était effectivement une initiative australienne. Et puis en 2012, il y a eu les versions québécoises. C'était plus 3 Minute Studies, mais c'était effectivement ma thèse en 180 secondes. Et le CNRS a rapidement pris acte que c'était quelque chose qui était absolument nouveau, novateur. Mais on ne s'attendait pas forcément, on l'espérait, mais on ne s'attendait pas à ce succès. Ce qui est une réalité, c'est qu'on voit aujourd'hui que c'est une nouvelle manière de parler des sciences. C'est ça qui est absolument fascinant, et notamment du point de vue du public. C'est un format qui emprunte au stand-up, qui est aujourd'hui un grand succès dans le domaine du spectacle vivant. Et c'est donc la manière d'avoir beaucoup de fraîcheur dans une présentation, d'avoir des chercheurs qui deviennent comédiens pour un soir, sans pour autant, et c'est important, renoncer à la rigueur scientifique. Et le public, vous l'avez dit, a répondu présent, et ce soir, il faut l'observer, puisqu'on est absolument complet dans cet amphithéâtre. Donc bravo à vous d'avoir répondu présent. C'est une chose vraiment importante. Donc effectivement, ceux qui voyaient l'évocation des sciences comme quelque chose d'un peu rébarbatif, d'austère, ils en sont un petit peu finalement pour leurs frais avec cet élément, et c'est une manière de contribuer à la diffusion de la culture scientifique, vraiment un thème qui nous est particulièrement cher au CNRS, et dans les universités et dans les écoles, bien évidemment. C'est quelque chose d'important. Un autre point que je voudrais souligner, et qui est fondamental, c'est la performance de nos doctorants, la performance de nos candidats ce soir. Avant même que vous ayez prononcé le moindre mot, on salue vos performances et on vous félicite, et je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que vous allez devoir, et vous avez préparé votre prestation pour trouver un équilibre entre le jeu d'acteur, entre l'attractivité de votre prestation, et puis toute la rigueur scientifique de vos travaux. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable qu'il faut saluer, et on sait que c'est un travail qui a été mené et que vous allez réussir grâce à une préparation qui a été longue, patiente, et véritablement, je crois qu'il faut saluer aussi les accompagnateurs qui vous ont mené sur ce chemin remarquable. Donc après 10 ans de ma thèse en 180 secondes, c'est effectivement un nouvel état d'esprit de l'évocation des sciences dans la société qu'on contribue à évoquer, une recherche scientifique exigeante, abordable et pleinement en lien avec la société. Merci beaucoup. Monsieur Debouc, je reviens vers vous. En quoi, justement, est-ce que ce type d'opération est important pour vous ? L'opération est importante, c'est de partager son savoir et de le communiquer. Et je pense que la communication aujourd'hui
est très importante dans le domaine scientifique. Une époque où, au moment du Covid, on a pu voir non pas des doctorants, mais des grands scientifiques ne pas forcément être d'accord sur leurs positions, et ce qui est tout à fait normal avec le doute, les controverses. Et ce dialogue de science, du scientifique par rapport au grand public, est quelque chose qu'il faut vraiment renforcer, développer, multiplier. Il faut rendre accessible au grand public les sciences. Les sciences, c'est pas quelque chose d'obscur. C'est toute la démarche, on revient très loin au siècle des Lumières, c'est des choses extrêmement importantes, et je suis ravi de voir l'enthousiasme. Tout à l'heure, je suis passé dans leur salle, ils étaient en dernier coaching en début d'après-midi, ils avaient des yeux qui brillaient, les 12, et qu'ils ont envie de vous raconter des tas de trucs. Le temps de cuire un œuf à la coque, exactement 3 minutes, donc s'il dure un peu trop longtemps, l'œuf sera dur et donc ce sera perdu, donc ce qu'il faut, c'est rester bien dans le temps de l'œuf à la coque. Voilà. Donc oui, il faut communiquer, et la commune Université de Lyon a beaucoup d'actions de communication autour du savoir, que ce soit des opérations Pop Science, Festival de la Science, plein d'événements qui ont lieu à Villeurbanne au mois de mai, entre autres coordonnés par la commune Université de Lyon. Donc il y a plein d'actions vis-à-vis du grand public, des revues, il y a plein d'articles scientifiques au grand public, il y a de magnifiques émissions sur plein d'émissions visuelles ou en podcast, il y a plein de choses très très importantes, et ma thèse en 180 secondes est sûrement un élément extrêmement intéressant. Et l'amphi est plein, on a dû refuser des places, donc je suis curieux qu'il y ait des places vides, mais on a dû refuser des places, parce que l'enthousiasme de venir vous écouter était plein, et il n'y a pas que vos grands-mères dans la salle. Vous confirmez. Monsieur Barbieri, pour faire simple, quel est l'enjeu justement aujourd'hui pour ces doctorants ce soir, selon vous? L'enjeu, c'est que le maximum d'entre eux aillent à la finale nationale dans un premier temps. Et cette finale nationale, elle va avoir lieu début avril à Paris. Donc c'est une étape évidemment importante qui nous permettra, qu'est-ce que je vous dis, une demi-finale nationale. Vous voyez, même en ayant des notes, on n'est pas à l'abri d'une bêtise. Donc premier temps, la demi-finale nationale en avril à Paris. Et puis ensuite une finale nationale qui sera prévue fin mai. Avant, on le souhaite, d'avoir un candidat lyonnais qui représentera la France dans la finale internationale, dont le lieu et la date ne sont pas connus, mais habituellement, ça a lieu autour de septembre-octobre. Et donc, on souhaite que parmi vous, il y ait notre représentant francophone. Vous aurez franchi donc brillamment toutes ces étapes. Dans l'immédiat, évidemment, j'imagine que pour nos doctorants, c'est pas tout à fait encore ça auquel que vous avez à l'esprit. Et évidemment, ce que vous devez avoir en tête, j'imagine, c'est gérer votre track. Et vous êtes à quelques minutes maintenant de commencer. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, sans trop me tromper, c'est que le public et le jury sont déjà totalement acquis à votre cause. J'espère que vous l'avez compris. Et vous pouvez compter sur nos encouragements, n'est-ce pas? Donc, je compte sur vous pour tout de suite commencer à les encourager. Du coup, juste avant qu'on démarre, un dernier mot d'encouragement. Voilà, 180 secondes, c'est long, c'est court à la fois, donc profitez, et puis surtout, vous verrez, une fois que c'est passé, ça fait vraiment du bien. Monsieur Debouc, un dernier mot. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Merci à vous. Merci. Allez, écoutez, ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on commence direct. Ça y est, on est chaud maintenant. On commence avec notre premier candidat que je vais appeler maintenant. Il s'agit de Marius Poulain. Bonjour. Marius qui apparemment a son fan club déjà. Donc du coup, toi tu travailles à l'université Claude Bernard Lyon 1, tes laboratoires, tu m'en as fait rajouter. Oui. Donc c'est le laboratoire de biométrie et de biologie évolutive, le laboratoire de biologie fonctionnelle insectes interaction et l'entreprise Isinnovation. Voilà, j'ai dit tout le monde. D'accord. Et du coup, tu vas nous parler donc d'un sujet. Donc c'est à ce moment-là que je vous lis maintenant les sujets de thèse. Donc on y va, c'est parti. C'est pas le plus long. Le plus long sera le prochain. Donc ton sujet, c'est étude des mécanismes de dépendance de la punaise de lit à son symbiote nutritionnel obligatoire Wolbachia. Wolbachia, oui, exactement. C'était un test pour voir si tu le savais. Bah, oui. Du coup, écoute, je te laisse ton espace. Tu as 3 minutes. Dis-moi juste quand tu es prêt, et puis on est parti. D'accord ? Très bien. Ça vous est déjà arrivé
Vous vous réveillez en pleine nuit. Vous avez des boutons sur le mollet, sur les bras. Ça vous démange. En général, on entend un bruit caractéristique à ce moment-là. Sauf que là, rien du tout. Alors, vous commencez à regarder un peu plus autour de vous. Et là, vous voyez des taches sombres sur le lit, sur les lattes. Elles indiquent la présence d'un parasite suceur de sang. La punaise de lit. Connaissez-vous la punaise de lit ? Sun Tzu disait dans l'art de la guerre qu'il faut connaître son adversaire pour mieux le vaincre. Moi, pendant ma thèse, mon grand adversaire, c'est la punaise de lit. Et c'est un adversaire coriace, qui voit sa population augmenter depuis 30 ans. Les causes, la mondialisation et la sélection de punaises résistantes aux insecticides. Ses armes, sa piqûre et sa persévérance, qui provoquent insomnie. Et à cela, vous ajoutez la honte et la peur de transmettre ou d'héberger un parasite bien trop souvent associé à l'insalubrité. Pourtant, elle touche 700 000 foyers en France. Connaissez-vous la punaise de lit ? Pourquoi est-ce que cet insecte vous pique ? Nous pique. Parce que notre sang lui est indispensable. Elle ne se nourrit que de ça. Mais ce qui lui est aussi indispensable, c'est une bactérie. Elle s'appelle Wolbachia. Elle est présente à côté des intestins, dans un organe d'où elle produit des vitamines essentielles à la punaise. Il faut un peu voir Wolbachia comme un ouvrier dans une usine. Si l'usine tombe en panne, alors il n'y a plus de vitamines. La punaise se retrouve donc dépourvue de sa ressource. Elle voit son développement ralentir et ne pond plus d'œufs. J'ai donc pour vous la solution. Lutter efficacement contre la punaise de lit en rompant l'interaction, en mettant en panne l'usine. Mais pour cela, je dois bien connaître mon adversaire. Alors, je me mets derrière mon microscope et j'observe les millions de Wolbachia travailleurs dans la punaise. Je regarde où est-ce qu'elles sont, ce qu'elles font et quand est-ce qu'elles le font. Je fais un peu mon pointeur. Grâce à ça, j'ai pu identifier des étapes critiques dans l'interaction. Là où Wolbachia est vraiment importante. Par exemple, Wolbachia est située à côté des intestins, mais aussi dans les ovaires, et sa population augmente au cours de son développement. Pourquoi est-ce que notre usine choisirait de diversifier ses activités et d'augmenter ses effectifs ? C'est la question qui nous pousse à penser que l'on est sur la bonne voie. Mais en attendant de trouver la solution et le disjoncteur de mon usine, je suis venu ce soir devant vous, afin de vous parler de la punaise de lit. Et j'espère vous en avoir appris un peu plus sur comment on s'en débarrasse, à la manière de Sun Tzu. Merci. Merci beaucoup, Marius. Tu avais la lourde tâche de commencer la soirée. Ouais. Ça y est, c'est bon, ça va mieux ? Maintenant, je laisse la tâche aux autres. Eh ben, allez, c'est parti. Merci à toi. Merci. Et donc, notre deuxième candidat est Tom Ducrot, qui vient pour nous parler. Alors, bienvenue Tom. Merci. Comme d'habitude, on cite les tutelles. Tu travailles à l'université Claude Bernard Lyon 1, là encore. Ton laboratoire, c'est l'unité de recherche et de développement pluridisciplinaire sur le fonctionnement des hydrosystèmes. Voilà. Et ton thème de thèse est exploration de l'historique des micropolluants organiques dans les sédiments du Rhône par analyse non ciblée via la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution. Sans faute. Merci. Eh bien, écoute, je te laisse nous en parler. Tu as 3 minutes. Imaginez-vous près d'un petit ruisseau. Autour, il y a des champs, une route mène à un petit village. Le pensant profond, vous plongez dedans et là, vous touchez le fond mou, visqueux, vaseux. Eh bien, vous venez de mettre un pied dans ma bibliothèque. La vase, c'est ma bibliothèque. Et elle retrace l'histoire de certaines activités humaines. En se plongeant dans ces livres, on peut contrôler et tenter de réduire notre impact sur l'environnement. Notre ruisseau, il reçoit continuellement des eaux de pluie qui viennent des champs ou de la route, des eaux que rejettent les usines ou nos maisons. Et dans toutes ces eaux se cachent de toutes petites molécules créées entièrement par l'homme, j'ai nommé les micropolluants organiques. Mais si vous les connaissez, c'est l'ibuprofène que vous prenez après avoir un peu trop fait la fête, ou les pesticides qui nous aident à cultiver les patates,
ou encore ce qu'il y a sur nos habits, dans les cosmétiques, les peintures, bref, ils sont partout. On en connaît des dizaines de milliers et une grande partie reste toujours inconnue. La vase dans laquelle vous avez plongé, elle a épongé une partie de ces polluants. Et bien que l'eau ait coulé sous les ponts, la vase est restée, formée de couches de sédiments qui se sont déposées au fil du temps comme les pages d'un grand livre où plus on lit profondément, plus on voit la pollution des générations précédentes. Mais alors, comment on lit de la vase ? Eh bien, pour ça, j'utilise des liquides qui peuvent extraire les polluants de cette vase pour ensuite les analyser avec la chromatographie. La chromatographie, c'est un mini labyrinthe où chaque molécule va mettre un temps différent pour en sortir. Ça me permet de les séparer sur quelques minutes pour les observer plus facilement. J'ai là ma première information, le temps mis par une molécule pour sortir du labyrinthe. Ensuite, je les pèse avec mon meilleur ami au labo de chimie, le spectromètre de masse à haute résolution. Il propulse les molécules et en mesurant leur vitesse, il est capable de me donner leur masse. Ça, c'est ma deuxième information, la masse de la molécule. La troisième info, le spectromètre me la donne en cognant ces mêmes molécules avec un gaz pour voir comment elles se cassent et me donner la masse de leurs fragments. J'ai donc le temps pour séparer mes molécules, la masse pour les détecter et leurs fragments pour les identifier. Et l'analyse pourrait s'arrêter là. Sauf que dans 1 gramme de vase collé à vos pieds, j'ai des milliers de molécules. Il me faut donc en plus des outils informatiques, des algorithmes pour décrypter tous ces résultats. Comme si chaque mot de chaque page de chaque livre de ma bibliothèque était analysé un par un. Et tel un bon libraire connaissant chacun de ces livres, je lis le ruisseau. J'observe l'évolution de la pollution, quand certains polluants sont apparus ou ont disparu. J'en cherche même des nouveaux. Et ça, pour apporter des renseignements utiles à une cause bien précise, la protection de notre ressource en eau, pour que vous puissiez continuer d'y plonger sans risque, à la seule crainte de vous noyer dans mes livres. Merci Tom. Merci à toi. Allez, on continue avec notre troisième candidate. Il s'agit de Stéphanie Hainaut. Stéphanie Hainaut, qui nous vient pas de Lyon, mais de Saint-Étienne, Université Jean Monnet Saint-Étienne, à l'unité de recherche conception de l'action en situation. Voilà. Et toi, donc maintenant, tu vas nous parler des écosystèmes entrepreneuriaux, des étudiants et étudiantes entrepreneurs, une perspective genrée. Tout à fait. Allez, c'est parti. Tu as 3 minutes, je te laisse me dire quand on commence. À gauche, l'image type de l'entrepreneur français. Homme blanc, 40 ans. Et à droite, Victoire. Victoire est étudiante et a un rêve, créer son entreprise. Elle a donc retroussé ses manches, beaucoup travaillé et a finalisé un beau projet. Elle a même son plan d'affaires qu'elle présente cet après-midi à des investisseurs potentiels. Victoire sera bien sûr en concurrence avec d'autres entrepreneurs. Victoire arrive dans la salle de présentation, pose son lourd sac à dos, et là le choc. Mais où sont les femmes ? Mais où sont les jeunes ? C'est au premier entrepreneur de passer, puis au deuxième, au troisième, et enfin, c'est à elle. Victoire monte sur scène. Engagée, volontaire, professionnelle, elle expose son projet. La première question tombe. Comment allez-vous faire, mademoiselle, pour éviter d'échouer ? Mais on a demandé à mes prédécesseurs comment ils allaient faire pour réussir, non pas éviter d'échouer. Voyez-vous, dans son sac à dos, Victoire avait bien son dossier de présentation, mais aussi 2 lourds poids, celui d'être femme et celui d'être étudiante. Dans ma thèse, je mets en relief le parcours entrepreneurial des étudiantes comme Victoire. L'objectif, les mener vers des projets réussis. Pour cela, j'identifie les caractéristiques des personnes, de leurs projets, les contacts, les ressources qu'elles mobilisent pour modifier, si besoin, l'accompagnement en fonction du genre. Oui, car tout à l'heure j'ai dit femme, et j'aurais plutôt dû dire genré féminin. Car j'entends certaines personnes se dire « ce n'est quand même pas un utérus qui va empêcher les femmes d'entreprendre ». Et elles ont raison. En revanche, le genre qui va leur être assigné, c'est bien ça qui a un impact sur leur aventure entrepreneuriale. Le genre, c'est une construction sociale. C'est l'attribution de comportements,
de rôles, de compétences attendues. C'est ce qui nous fait induire que des entrepreneuses comme Victoire sont moins ambitieuses, moins compétitives, trop douces, bref, tout le contraire de ce qui est attendu dans le milieu entrepreneurial. Et c'est pour cela qu'on ne pose pas les mêmes questions dans les jurys. Mais rappelez-vous, Victoire est aussi étudiante. En raison de son jeune âge, elle a peu d'expérience professionnelle. Elle connaît donc mal le milieu de l'entreprise et a peu de contacts pour faire avancer son projet. Alors oui, les femmes et les jeunes peuvent travailler sur leur pugnacité, leur croyance en soi, mais même quand elles le font, cela ne suffit pas. Cela n'a pas suffi à Victoire. Ça n'a pas été assez. Mon objectif est donc de remettre en cause tout l'écosystème entrepreneurial pour que Victoire n'ait plus ce lourd sac à dos à porter sur le dos. Ma recherche est importante pour l'économie de notre pays, pour ne pas se priver de potentiel, mais aussi pour une question de justice sociale, pour qu'enfants puissent crier « Victoire !» Merci Stéphanie pour ce très bel exposé. Je crois que tu as une information aussi à rajouter dans le cadre de ce concours en particulier. Oui, en effet, la thèse, c'est beaucoup d'opportunités. Et bien, j'ai été sélectionnée pour un programme national qui m'empêche de continuer le concours. Et donc, j'ai souhaité faire le pitch parce que pour moi, c'est important de vulgariser, de faire le lien entre le milieu de la recherche et puis le monde socio-économique et aussi les citoyens, les citoyennes. Mais voilà, je me désengage de la partie concours parce que pas disponible pour la suite des dates. Merci Stéphanie. Après, il faut faire remarquer aussi effectivement que MT180, c'est pas qu'un concours, c'est aussi justement valoriser la science, valoriser la recherche. Donc c'est beaucoup plus qu'un simple concours. Et effectivement, justement, Stéphanie, tu y as vraiment toute ta place. Donc merci d'avoir participé jusqu'ici. N'oubliez pas aussi que les doctorants et les doctorantes qui viennent ce soir viennent sur leur temps propre, en plus de leur temps de travail. Donc c'est vraiment un investissement qui est très fort pour tout le monde. Voilà. On passe du coup à la suite. Donc, ce que je vous ai fait tout à l'heure. C'est moi. Elle est pour moi, celle-là. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on allait faire passer 6 candidats sur les 12. On fait une petite pause de 2 minutes et ensuite on refera passer 6 candidats. Donc, on ne va pas tout faire d'un seul coup. Voilà. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir donc Mathieu Laurando. Mathieu, donc toi, tu es à l'INSA de Lyon, au Centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé. Voilà. Et toi, donc, tu travailles à l'ISER entre les mathématiques et la biologie, en fait. Ton thème de recherche, reconstruction 3D tomographique basse dose sur une nouvelle architecture de scanner stationnaire à rayon X. C'est ça. Et ben, du coup, on va en parler pendant 3 minutes. C'est à toi. J'ai toujours rêvé de faire une thèse de mathématiques. Cela en ferait peur à certains, mais vous trouveriez cela plus sexy si je vous disais que je travaillais dans le X. Les rayons X, bien sûr. Bon, vous sauriez maintenant, mais c'est moins drôle d'aller à l'hôpital pour passer un scanner. Déjà, il faut se rendre à l'hôpital, et puis il va sûrement falloir prendre un rendez-vous. Et on n'est pas loin de la préfecture française à ce niveau-là. Cela peut prendre des jours avant d'obtenir une radiographie. En fait, aujourd'hui en France, il y a seulement 800 scanners surchargés pour près de 70 millions de personnes. Alors imaginez quelqu'un avec un accident en montagne à prendre en charge urgemment. Et, un scanner aussi, je vais insister sur un point, c'est que c'est très encombrant. C'est vrai. Ça a besoin d'une pièce dédiée, désinfectée rien que pour lui. Et puis ça coûte très cher. Ça peut aller jusqu'à $1 million à l'achat et seulement $10 000 d'entretien par mois. Alors nous, ce qu'on pense être la solution, c'est de créer des scanners beaucoup plus petits, de la taille d'une roue de vélo. Comme ça, on pourrait en mettre dans les ambulances ou dans les hélicoptères et faire des diagnostics les plus critiques directement sur place. Bon, mais c'est pas si facile de créer un scanner de la taille d'une roue de vélo. Déjà, savez-vous comment fonctionne un scanner ? En fait, classiquement, c'est une source à rayon X en face d'un détecteur qui va tourner tout en prenant comme des photos autour de vous. C'est comme si on prenait 360 radiographies autour de votre corps.
Et avec toutes ces images, on va faire une reconstruction 3D de vous grâce aux outils mathématiques. Tels que vous savez, le théorème de Thalès que vous avez vu au lycée. Et bien maintenant, vous avez un exemple à quoi ça sert. Mais seulement, créer un mini-scanner, c'est aussi compliqué parce que la source à rayon X, c'est comme si c'était une sorte d'ampoule géante. Et en plus, il faut la faire tourner. Mécaniquement, c'est compliqué d'obtenir un mouvement stable et millimétré. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de remplacer cette source à rayon X par des petites sources X immobiles. C'est un peu comme si on remplaçait l'ampoule géante par des mini-LED à des endroits précis. Et c'est bien plus simple de manipuler des mini-LED qu'une grosse ampoule toute chaude, non? Bon, mais où mettre ces sources X? Et oui, il faut tout de même me faire assez d'images et aux bons angles pour que je puisse faire une reconstruction 3D. Et puis, il va falloir de la place en face pour mettre le détecteur. Alors, c'est en se questionnant sur ces problèmes-là que l'on veut construire un scanner plus compact et plus accessible. Et tout ça pour que vous puissiez skier sur les pistes noires plus sereinement. Merci. Merci beaucoup Mathieu pour cet exposé. Et on continue avec Camille Brun. Camille qui travaille à l'université Claude Bernard Lyon 1 et qui a amené tout le laboratoire cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition qui est venu avec toi pour te soutenir. Et donc, toi, tu vas nous parler d'une étude de nouveaux marqueurs sanguins de la réponse inflammatoire précoce au cours de l'infarctus du myocarde. Allez, eh bien, écoute, je te laisse nous en parler pendant 3 minutes. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer proche d'une rivière ayant un courant fluide et régulier. Vous l'entendez, ce bruit de l'eau agréable et paisible? Quand tout à coup, changement d'ambiance, un énorme rocher vient bloquer tout le passage de l'eau. Eh bien, ce débit fluide, en temps normal, c'est ce qui se passe dans notre organisme. Notre sang circule pour alimenter les organes en oxygène et nutriments. Mais le rocher dans l'histoire. Reprenons. Dans notre corps, il y a des artères. Pensez à des tuyaux qui permettent de faire circuler le sang jusqu'à notre cœur. Seulement, il est possible que le gras s'y accumule jusqu'à venir obstruer totalement l'artère. Le voilà le rocher. C'est ce que l'on appelle faire un infarctus dans la forme la plus sévère. Mais comment je le sais? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ça se traduit par des douleurs au niveau de la poitrine, dans le bras gauche, des sueurs, essoufflements. Et il y a urgence, il faut absolument retirer le rocher. Bon, ça, c'est le rôle des médecins. Seulement, tous ces événements ne sont pas sans conséquences. Cela endommage directement le cœur, mais cela entraîne des changements au niveau sanguin. Alors, les patients nous aident en participant à des études dans lesquelles ils vont passer différents examens. Et je porte toute mon attention sur les prélèvements sanguins, comme si vous saviez précisément la composition de l'eau de la rivière avant la présence du rocher et que vous prélevez de nouveau un échantillon pour constater les dégâts. Vous allez certainement vous demander, oui, mais pourquoi le sang? Eh bien, il est composé de minuscules cellules invisibles à l'œil nu qui arpentent dans notre fluide, prêtes à intervenir, se mobiliser, et en plus de ça, elles peuvent même garder une trace des événements passés. Je suis en train de vous parler des cellules immunitaires. Alors, pour les récupérer, je place le sang comme dans une roue à grande vitesse qui permet de séparer les différents éléments et d'isoler les cellules. Faisons un point. J'étudie sur des cellules invisibles la cicatrice induite par le rocher. Cela paraît sympa, mais là, concrètement, vous vous demandez ce que je fais. Eh bien, je vais caractériser 2 choses. Des motifs présents à la surface de nos cellules, comme des étiquettes qui confèrent leur fonction et identité. Et si j'entre à l'intérieur de la cellule, j'y trouve du calcium. Alors non, pas le calcium que l'on prenait au goûter en mangeant un petit Philotubs, mais l'ion calcium qui contrôle un grand nombre de processus biologiques. Alors je les quantifie avec mon meilleur acolyte, le cytomètre, qui aspire les cellules une à une comme dans une paille et qui scanne les étiquettes et estime le calcium. Le but, c'est d'associer chaque étiquette et les taux de calcium avec un bon ou un mauvais pronostic pour les patients. Alors, quand tous ces mystères seront élucidés, nous pourrons enfin échanger avec les médecins dans le but de continuer de réduire le nombre d'infarctus. Et oui, encore 80 000 cas par an en France,
afin d'adapter les traitements pour prévenir l'arrivée d'un nouveau rocher et maintenir un débit fluide et régulier. Merci. Merci Camille. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière personne de cette première partie, j'appelle maintenant Cécile Fabio. Cécile de l'Université Claude Bernard Lyon 1, un autre labo, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Exactement. Et en particulier, toi, tu travailles sur les bases neurales de la localisation tactile à travers l'outil. C'est ça. Eh bien, je te laisse nous expliquer tout ce que c'est. Depuis mon enfance, je rêve d'être une super-héroïne pour avoir des super-pouvoirs. Et un super-héros que j'admire beaucoup, c'est Daredevil. C'est un super-héros qui a perdu la vue et qui utilise une canne, mais pas juste pour se déplacer. Il l'utilise également comme matraque contre les méchants. Et lors d'un combat, il sait où il a frappé avec sa canne. Et si je vous disais que ce super-pouvoir, vous l'avez aussi. C'est le pouvoir de sentir les choses à travers les objets. Vous le faites d'ailleurs tous les jours. Pensez à la façon dont vous sentez la texture du papier à travers le stylo quand vous écrivez. Ou lorsque vous utilisez un couteau pour couper votre baguette de pain. Vous savez à quel endroit de la lame vous appuyez. Et pourtant, le couteau ne fait pas partie de mon bras. Comment est-ce possible alors de reconnaître où sa lame a été touchée? La réponse, c'est que vous avez une super machine dans la tête. Je parle bien évidemment de votre cerveau. Votre cerveau est capable de fonctionner comme un GPS. Si vous recevez une miette de pain sur le dos de votre main, ce GPS, à l'intérieur de votre tête, aura immédiatement localisé où la miette a atterri sur votre peau. Et comme vous voulez certainement pouvoir l'enlever, vous avez aussi besoin de savoir où se situe votre main dans l'espace autour de vous, ce que votre cerveau aura aussi automatiquement déterminé grâce à la posture de votre bras. Et c'est en combinant ces deux types d'informations que notre GPS cérébral obtient la localisation exacte de la miette de pain. On sait donc maintenant comment le cerveau localise un contact sur la peau, mais est-ce que cela fonctionne de la même manière quand il s'agit de la lame de mon couteau? Eh bien, c'est justement la question à laquelle j'essaye de répondre dans ma thèse. Pour cela, je demande à des volontaires d'utiliser, non pas un couteau, mais un bâton, avec lequel ils touchent un objet tout en gardant les yeux fermés. Ils doivent ensuite me dire où ils ont senti ce contact le long du bâton. Dans le même temps, j'enregistre l'activité électrique de leur cerveau grâce à des électrodes que j'ai placées sur leur tête. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'électroencéphalographie ou EEG. En analysant par la suite cette activité, je peux savoir comment le cerveau localise un contact le long du bâton. Et il se trouve qu'il le fait de la même manière que lorsque ce contact a lieu directement sur la peau. Un peu comme si le cerveau considérait le bâton comme une prolongation de mon bras. Mais à quoi ça sert-il, me demanderez-vous? Est-ce que je vais mieux couper mon pain? Probablement pas. Mais revenons à notre super-héros préféré, Daredevil. Quand il ne combat pas le crime, il utilise sa canne, la majorité du temps, pour se déplacer. Et pour les 40 millions de personnes non-voyantes comme lui dans le monde, un outil tel que la canne est précieux pour garder une certaine indépendance. Les résultats de ma thèse permettront ainsi d'améliorer la fabrication et l'utilisation d'outils tels que la canne. Et qui sait, peut-être permettre un jour à certaines personnes non-voyantes de devenir à leur tour des super-héros. Merci Cécile. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit, que des sujets passionnants. On fait du coup une petite pause, alors on ne sort pas de la salle, hein. Juste ce que je vous propose là, c'est pour que vous vous rappeliez bien de tout ce qui s'est passé. Je vous fais un petit résumé, un résumé de tous les sujets qu'on a vus, et puis on va engager sur la deuxième moitié de la soirée. Alors qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a commencé d'abord par Marius, qui nous a appris à ne pas trop avoir peur des punaises de lit. Ensuite, on a continué avec Tom, qui a mis les pieds dans la vase, avec ses micropolluants. Stéphanie, qui nous a parlé de perspectives genrées pour les étudiants et étudiantes entrepreneuriaux. Mathieu, qui nous a parlé de scanner miniature pour aller faire du ski. Camille, qui nous parlait de la réponse inflammatoire
dans le cas de l'infarctus du myocarde. Et enfin, Cécile, qu'on vient de voir, qui nous parlait de la localisation tactile. Voilà pour remettre tous ces sujets en ordre. Juste avant de démarrer le second groupe, j'aimerais remercier pour leur présence le lycée Rosa Parks, qui se trouve ici. Oui, c'est vous. Le lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône, dont les étudiants sont avec nous ce soir. On espère évidemment que ce concours suscitera bien des vocations. On vous attend ici dans quelques années. Voilà. Allez, on garde bien en tête toutes les personnes qu'on a vues pour l'instant, et puis on va démarrer avec notre deuxième groupe, et on commence avec Mathias Valla. Mathias de l'Université Lyon 1, au laboratoire en sciences actuarielles et financières. Tout à fait. Et du coup, toi, tu voudrais nous parler ce soir du traitement de données longitudinales par des algorithmes par arbre sur l'état de l'art, les études comparatives et les applications actuarielles. Tout à fait. C'est tout bon ? C'est tout bon. Allez, tu as 3 minutes. C'est à toi. En 2022, j'ai participé à un marathon. Et je ne vous parle pas de la thèse là, non. Je vous parle de l'épreuve de longue haleine qui nécessite travail et persévérance, à la fin de laquelle on est poussé dans ses limites physiques et mentales. Et non, toujours pas la thèse, la course à pied. Bref, pendant que je courais, je me suis demandé, et si je faisais une prédiction ? Comment est-ce que je pourrais prédire mes chances de franchir la ligne d'arrivée en utilisant des modèles de machine learning ? Vous savez, ces algorithmes qui nous servent à prédire des événements futurs en se basant sur des données passées, observées dans le passé. Alors, pour entraîner un algorithme à cette tâche, il faudrait d'abord récolter des données sur des coureurs de marathon, leur âge, leur sexe, leur capacité, leur entraînement, et regarder bien sûr s'ils ont réussi à finir la course. On donne toutes ces données à un algo, il apprend tout seul ce qui différencie un bon marathonien du commun des mortels, et on peut faire des prédictions. Imaginons maintenant que je cours à côté de quelqu'un qui a des caractéristiques en tout point similaires aux miennes, c'est-à-dire un homme, même sexe, même capacité, même entraînement, même attitude malaisante en société, bref. Nous voici au même endroit, au même moment, sur ce marathon. Notre algorithme devrait alors nous prédire exactement la même probabilité de franchir la ligne d'arrivée, non ? Eh bien, pas forcément. Ce que ce genre d'algo ne voit pas, c'est que l'autre coureur, là, il est parti pleine balle. Et là, je le vois, il est cuit, finito. Moi, je suis resté constant. Et si nous avions mesuré nos allures à intervalles de temps réguliers depuis le départ de la course, ce serait clair. Nos données n'ont pas la même trajectoire dans le temps. Et honnêtement, ça sent plutôt mauvais pour lui. C'est là que ma thèse entre en jeu. Plus que des données figées, je m'intéresse à l'utilisation des données longitudinales dans les modèles, c'est-à-dire les données dynamiques dont on suit l'évolution dans le temps. Problème, beaucoup d'algorithmes sont incapables de prendre en compte correctement ce type de données, et donc cette temporalité. Solution, forcer ces algorithmes récalcitrants à intégrer cette dimension temporelle, à capter la dynamique des données longitudinales afin d'enrichir les prédictions. Bon, là, vous l'aurez compris, je vous parle de coureurs pendant un marathon pour prédire une probabilité de réussite, mais c'est une image. En pratique, on parle par exemple de suivre des patients pendant la progression d'une maladie pour prédire une probabilité de rémission. Et beaucoup d'autres exemples existent aussi, en économie, biologie, finance, assurance, un peu partout en fait. Mes modèles sont utiles dès qu'on veut faire des prédictions sur des événements futurs en utilisant des données passées qui varient dans le temps. Plutôt simple, non ? Il nous suffirait de saisir le temps. Enfin, c'est sûr que 180 secondes, même dynamiques, ne suffiront pas à expliquer ma démarche. Il y a un an, je passais la ligne d'arrivée du marathon. Dans un an, ce sera celle de la thèse. Merci. Je crois qu'on a rarement eu une présentation qui se finissait au 10e de seconde. Belle performance. Merci à toi, Mathias. Il manque un mot, mais qui n'est pas important. On peut le deviner, c'est parfait. Merci à toi.
Et maintenant, j'aimerais accueillir ici avec moi Amal Zemei. Amal, tu travailles à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Tout à fait. Donc dans un laboratoire qui s'appelle Troubles du comportement alimentaire, addiction et poids extrême. C'est ça. Sur une thèse dont le titre est « Le rôle de la sérotonine dans les circuits cérébraux dans les troubles du comportement alimentaire ». Ça va, c'est pas trop compliqué. Eh bien écoute, je te laisse nous en parler, c'est parfait, merci à toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Emma, une jeune fille qui contrôle tout ce qu'elle mange. À la maison, tous les prétextes sont bons pour ne pas se mettre à table. De jour en jour, ses proches la voient maigrir jusqu'au jour où elle n'a plus que la peau sur les os. Paradoxalement, plus elle se voit maigrir, plus elle se voit grossir. Emma devient chaque jour de plus en plus faible, jusqu'à en perdre connaissance. Vous l'aurez compris, notre chère Emma est atteinte d'anorexie mentale, une pathologie très sévère qui malheureusement aujourd'hui n'a aucun traitement efficace. Alors la question que je me pose, c'est si pour moi manger est un plaisir. Pourquoi pour Emma c'est un calvaire qui va jusqu'à mettre sa vie en danger? Alors j'ai entendu dire que la sérotonine pourrait être impliquée. Mais la sérotonine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une hormone. C'est le messager chimique qui vous rend tous heureux. Mais pas que. On sait aussi qu'elle est impliquée dans la prise alimentaire. En revanche, on ne sait pas comment l'est-elle, ni comment la sérotonine d'Emma fonctionne. Mais devinez quoi? C'est là que j'interviens. Comprendre l'implication de la sérotonine dans l'anorexie mentale, c'est le défi que je me suis donné. Et l'objectif de ma thèse, c'est de voir quelles sont les zones du cerveau sérotoninergique qui s'activent lorsqu'on approche ou on évite un aliment, et si ce sont les mêmes neurones qui vont s'activer lorsque Emma va approcher ou éviter un aliment, qui, souvenez-vous, elle, est atteinte d'anorexie mentale. Alors, pour répondre à la question, je demande à Emma si elle veut bien m'aider à comprendre ce qui lui arrive, ce qui me permettrait de l'aider à mon tour. Elle a bien sûr accepté et j'ai donc développé une tâche plutôt ludique où des photos d'aliments défilent les unes après les autres. Et j'ai demandé à Emma de faire des choix, c'est-à-dire d'accepter ou de rejeter des aliments en fonction de ses habitudes, de ses préférences, mais aussi de ce qu'elle serait prête à manger. Cet exercice-là, elle a dû le faire à l'intérieur d'une grosse machine qui s'appelle la TEP IRM. Et c'est cette machine-là qui va me permettre de voir quelles sont les zones du cerveau qui s'activent lorsque Emma approche ou évite des aliments. Pour avoir des données plus robustes, je fais passer les mêmes tests à des copines qu'Emma s'est faites à l'hôpital lors de ses séjours d'hospitalisation et qui ont la même pathologie qu'elle. Mais cela n'est pas suffisant. Pour savoir d'où vient le problème, il faut savoir comment ça se passe dans un cerveau sain. Donc, j'ai demandé à Emma si elle pouvait demander à ses copines de fac, qui cette fois-ci ne sont pas atteintes de la pathologie, de passer les mêmes tests. En mettant en évidence un cerveau sain et un cerveau malade, on pourra créer des médicaments qui vont venir cibler ces dysfonctionnements. Mon objectif, c'est de trouver, in fine, un moyen de vaincre l'anorexie mentale. En attendant, si vous n'êtes pas anorexique aujourd'hui, profitez-en, car la vie doit se manger pour vivre et se croquer à pleines dents. Merci de votre attention. Merci Amal. Merci Amal pour ce message et on continue avec Lucie Boel. Lucie qui visiblement a même des fans dans les autres candidats. Incroyable. Lucie, du coup, tu travailles à l'université Jean Moulin, Lyon 3, à l'Institut de recherche philosophique de Lyon. C'est ça. C'est ça. Et donc, ta thèse s'appelle « Heuristique de l'ignorance en sciences, comment les ignorances structurent la pratique scientifique ». Exact. Eh bien, écoute, on va en parler pendant 3 minutes. Merci. C'est à toi. « 100% de la recherche commence par l'ignorance. Ça paraît évident dit comme ça, mais parfois on l'oublie. Ce qui intéresse la plupart des gens en sciences, c'est la connaissance. Mais moi, je préfère me concentrer sur le point de départ plutôt que sur la destination. Quand on pense science, il faut penser ignorance. En fait, la drogue du chercheur, c'est ça. Ne pas savoir, c'est grisant, ça nous tient éveillés, ça nous dope. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour le statut ou le salaire qu'on est doctorant. C'est pour l'excitation qu'on ressent
quand on pense à nos travaux. On a une question, mais pas de réponse, et ça nous obsède. L'ignorance, c'est le carburant du scientifique. Alors moi, je suis doctorante en philosophie des sciences et je travaille sur le rôle de l'ignorance dans la recherche scientifique. Je m'intéresse en particulier à la manière dont l'ignorance va structurer la recherche. En quoi elle est un point de départ, comment elle influence l'enquête et quelle place elle a à la fin. 100% de la recherche commence et se termine par l'ignorance. Là, c'est tout de suite moins évident. En fait, faire de la recherche, c'est comme chercher un chat noir dans une pièce sombre. Première étape, on identifie notre ignorance. On entend un chat miauler, on se rend compte qu'on ne sait pas où il est. Deuxième étape, on formule une question. À quel endroit dans la pièce le chat se trouve-t-il ? Troisième étape, on développe une méthode qui va nous permettre de répondre à notre question. Est-ce qu'on prend la mesure de la pièce ? On prend sa température ? On peut aussi chercher un interrupteur ou bien tâtonner dans le noir jusqu'à tomber sur le chat. Quatrième étape, vient la découverte. On trouve l'interrupteur, la pièce s'illumine et on voit le chat dans un coin. On se demande comment il est arrivé là. Ou alors, il n'y a pas de chat du tout, il y a un raton laveur à la place. On se rend compte que notre question n'était pas la bonne et on se demande d'où vient le miaulement qui nous a poussés à chercher le chat. Cinquième étape, l'ouverture. Dans tous les cas, la recherche nous mène à d'autres questions, donc d'autres ignorances, qu'on poursuivra ensuite ou non. Moi, je m'intéresse à la manière dont les chercheurs se rapportent à l'ignorance, comment ils l'identifient, la sélectionnent, l'investiguent, la formulent, la dépassent. Bref, je cherche mon chat noir. Alors pour ça, je lis, j'étudie la manière dont l'ignorance est traitée en philosophie et je cherche des indices sur sa manière de structurer la science dans l'histoire de la biologie. Je vais aussi en laboratoire pour interroger les chercheurs sur leur rapport à l'ignorance. Parce que mieux connaître l'ignorance, c'est mieux comprendre la science. Et pour le moment, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Merci. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Et on continue avec Marine Sèvres. Marine, je te présente, comme tout le monde. Donc, tu travailles à l'INSA de Lyon. Tu travailles au laboratoire de mécanique des contacts et des structures. Exactement. C'est ça. Et maintenant, tu vas nous parler de structures programmables et de réseaux de transducteurs pilotés par intelligence artificielle. Tout à fait. Allez, c'est intéressant. On va écouter tout ça tout de suite. Tu as 180 secondes quand tu veux. Chers voyageurs, bienvenue à bord de votre premier vol expérimental piloté par intelligence artificielle. Pour votre confort et un vol plus écologique, merci de m'accorder votre attention pendant l'explication des consignes de fonctionnement de cette expérience unique. Pendant le vol, votre inconfort trouve sa source au niveau des ailes de l'appareil, qui subissent de nombreuses déformations variant au cours du temps. Des vibrations. Ces vibrations se déplacent à travers tout l'appareil, créant ainsi des zones de forte ou de faible intensité vibratoire. Est-ce que vous ressentez actuellement des secousses sous votre siège ? Non ? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous vous évitons cet inconfort vibratoire tout en générant de l'électricité, et donc tout en consommant moins de carburant. Pour réaliser cette prouesse technologique, notre appareil est équipé sur chacune de ses ailes d'une centaine de patchs composés d'un matériau de pointe. Un matériau piézoélectrique. Piézo, du grec pressé, serré, car en se déformant, le matériau transforme le mouvement en électricité et donc l'énergie mécanique en énergie électrique. Réciproquement, plus le matériau est soumis à une tension électrique importante, plus il est capable de se déformer. Une fois nos patchs positionnés judicieusement sur les ailes de l'appareil, il s'agit de les utiliser de manière efficace afin de générer un maximum d'électricité possible. Tout le monde a compris ? Parfait. Il me faut un volontaire pour effectuer le réglage des patchs pendant le vol. Vous ? Non ? Vous ? Au fond ? Quelqu'un d'autre ? Personne vraiment ?
Bon bah, je m'en occupe alors. Ok IA, peux-tu effectuer le réglage des patchs pendant le vol ? Oui, merci. Notre algorithme est intelligent, certes, mais de manière artificielle. Comme votre cerveau, il a dû apprendre par processus d'essai-erreur. Afin de régler nos patchs de manière efficace pour récupérer un maximum d'électricité possible, il a dû effectuer 3 étapes. Dans la première étape, il utilise une partie de nos patchs piézoélectriques comme un de nos sens, celui du toucher. Cela lui permet d'identifier les vibrations. Une autre partie des patchs, dans l'étape numéro 2, est utilisée comme des muscles, capables d'agir sur ces vibrations. Enfin, dans la troisième étape, notre IA coordonne notre réseau de patchs afin de guider les vibrations, non plus jusqu'à votre siège, mais jusqu'à un système efficace de transformation des vibrations en électricité. Même si notre IA a réussi à générer suffisamment d'électricité pour réchauffer votre café, n'essayez surtout pas de communiquer directement avec elle. Elle ne saura juste pas vous répondre. Notre IA a été entraînée pour une et une seule tâche spécifique. Récupérer un maximum d'électricité pour réchauffer votre café. Eh ben non. Merci Marine. On est dedans. Et maintenant, notre avant-dernière candidate, il s'agit de Déborah Crépin. Toujours avec le fan club. Du coup, Déborah, tu viens de l'université Claude Bernard Lyon 1, du Centre international en recherche en infectiologie. Et donc, le sujet de ta thèse s'intitule « Étude des mécanismes d'internalisation et survie intracellulaire de Staphylococcus capitis dans les cellules phagocytaires non professionnelles ». C'est ça. Eh bien, tu vas nous en parler. C'est à toi. Allô, oui. Encore une infection osseuse à Staphylococcus capitis et vous avez encore besoin d'un serrurier. Bon, j'arrive avec mes clés et je vais m'occuper de tout ça. Vous ne comprenez probablement pas pourquoi est-ce qu'un serrurier s'occuperait d'une infection, n'est-ce pas ? Fermez les yeux, je vais tout vous expliquer. Imaginez que vous voyagez à travers le corps d'un patient infecté avec un énorme trousseau de clés dans votre poche. Vous vous servez de vos clés et vous ouvrez une première porte, vous passez à travers la peau. Vous en ouvrez une autre et vous passez à travers les muscles. Vous en ouvrez encore une autre et vous voilà au niveau des os. Et vous êtes maintenant devant une nouvelle porte, mais elle est fermée. Et il semble que vous n'ayez pas la clé. Rouvrez les yeux. Eh bien, c'est précisément à cause de cette porte close que l'on m'a appelé. Mais devant quelle porte sommes-nous et de quelle clé a-t-on besoin ? Eh bien, certaines bactéries, du genre Staphylococcus, ont la capacité de se cacher à l'intérieur des cellules, notamment osseuses, pour en ressortir un peu plus tard, infecter d'autres cellules. De cette manière, les bactéries sont invisibles du système immunitaire et peu d'antibiotiques sont capables de tuer les bactéries à l'intérieur des cellules. La clé, c'est-à-dire l'adhésine ou la protéine qu'utilise la bactérie pour aller ouvrir la porte de la cellule, le récepteur cellulaire, sont très bien étudiées chez le staphylocoque doré, proche cousin de Staphylococcus capitis. Cette bactérie, responsable de nombreuses maladies nosocomiales, intéresse d'ailleurs tellement les chercheurs que de nombreuses clés et de nombreuses portes ont été découvertes. Contrairement à Staphylococcus capitis, pour qui aucune clé ni aucune porte n'ont été identifiées. Je cherche ainsi à comprendre quel mécanisme permet à Staphylococcus capitis de rentrer dans les cellules. Autrement dit, quelle clé est utilisée par la bactérie pour passer à travers quelle porte cellulaire et comment il y survit une fois qu'il y est rentré. Je me retrouve ainsi devant des dizaines de clés et des dizaines de portes, mais comment savoir lesquelles sont les bonnes ? Eh bien, pour ce faire, j'utilise des bactéries qui ont été isolées à partir de patients étant infectés, à la recherche d'un point commun entre celles qui sont capables de rentrer et celles qui ne le sont pas. Ce point commun est un gène qui code pour une adhésine, ma clé supposée. Je vais ensuite retirer ce gène du staphylocoque et regarder s'il est toujours capable de rentrer. S'il ne l'est plus, eh bien cela signifie que j'aurai trouvé une bonne clé. Une fois que j'ai trouvé la clé, il est possible de l'essayer sur différentes portes pour élucider le mécanisme au complet. Enfin, grâce à l'ajout de marqueurs fluorescents, il sera possible d'observer très précisément où se cache la bactérie dans la cellule. À terme,
Ces travaux permettront une meilleure prise en charge des patients souffrant d'infections osseuses à Staphylococcus capitis en bloquant la clé ou en verrouillant la porte. Merci. Merci Déborah. Eh bien, c'est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'un seul candidat, le dernier mais pas le moindre. Il s'agit de Valentin Gauthier. Alors Valentin, toi, tu travailles à l'INSA de Lyon, c'est ça ? Tout à fait. Au Centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la santé. Parfait. Voilà. Et ce soir, tu vas nous parler de reconstruction multimodale d'images TEP et IRM par intelligence artificielle. C'est un sans faute. Eh bien, tu as le dernier mot. L'autre jour, la petite de ma cousine est venue m'apporter un dessin. Alors moi, j'ai regardé et je me suis dit, waouh, elle maîtrise déjà vachement bien l'art abstrait. Et là, elle m'a dit que c'était censé me représenter moi. Alors je vous le dis à vous, hein, il semblerait que pour elle, je ressemble à un monsieur patate. On la connaît tous, cette situation, hein, d'un enfant qui vient nous apporter tout fièrement son zouli dessin, alors qu'objectivement, pour nous, c'est pas très lisible. Hein. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'en imagerie médicale, les scanners, les IRM, tout ça, on a exactement le même problème? Non? Sans rire, si je vous montrais le résultat en sortie d'une de ces machines, vous verriez que c'est à peine plus lisible que les gribouillis informes de votre petit-neveu qui vient tout juste d'apprendre à tenir un crayon. En fait, dans cette histoire, le scanner, c'est un enfant. Et le problème de cet enfant, c'est qu'il faut que vous attendiez une demi-heure, 1 heure, parfois jusqu'à 2 heures, pour un dessin moche de vous. Et vous êtes obligé d'attendre aussi longtemps pour laisser le temps à l'enfant de se concentrer, pour qu'il produise quelque chose qui ne soit pas trop mauvais, pour son niveau, hein, tout du moins, de manière à ce qu'on puisse ensuite donner ce dessin à un ordinateur qui va tenter tant bien que mal de le déchiffrer et de le refaire, de manière à ce que ce soit plus lisible pour nous. Et c'est là que moi j'interviens. Alors je vous arrête tout de suite, je suis nul en dessin, je suis à peu près sûr que l'enfant il fait mieux que moi. Par contre, les ordinateurs, ça je maîtrise. Et en fait, l'idée de ma thèse, c'est tout simplement de demander à un deuxième enfant de venir vous dessiner. Alors ce deuxième enfant n'est pas meilleur en dessin que le premier, croyez-en mon expérience. Par contre, les deux ont des talents complémentaires. Le premier est meilleur pour faire les visages, par exemple, alors que le second est meilleur pour faire les mains. Et ça, mon ordinateur, il le voit. Et il s'en sert pour comprendre que s'il y a un visage là, au milieu du premier dessin, alors il est fort probable que ce pâté informe au milieu du deuxième en soit un aussi. Se servant de cette information, il est alors capable de refaire ce visage de manière plus lisible. Et en répétant le procédé entre les deux dessins, l'ordinateur est finalement capable de les refaire ensemble, mieux que s'il avait dû les refaire séparément. Et le meilleur maintenant dans tout ça, c'est que si on demande aux deux enfants de se dépêcher parce que on n'a pas que ça à faire d'attendre 1 heure pour un dessin moche, mon ordinateur sera quand même capable de vous refaire convenablement le portrait parce qu'il aura bien appris à l'aide de ce procédé. Si on reparle maintenant en termes d'imagerie médicale, c'est comme si vous faisiez un IRM et un PET scan, par exemple. PET scan, vous savez, c'est cet examen où on vous injecte un produit radioactif pour que ce soit vous qui brillez dans la machine. Ces deux examens montrent des informations complémentaires sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est vos deux enfants. Et mon travail à moi, c'est de coder sur l'ordinateur pour lui apprendre à utiliser correctement l'information présente sur les dessins de ces deux enfants pour que vous puissiez obtenir de belles images de ce qui se passe dans votre corps et le tout, peut-être un jour, en moins de 180 secondes. Merci Valentin. Merci à toi. Voilà, tous nos candidats et candidates sont passés. Je vous fais un rapide résumé des 6 derniers candidats. Je vous rappelle donc que nous avions Mathias qui nous a parlé justement du traitement de données longitudinales au cours du temps. Nous avions Amal qui nous a parlé des troubles du comportement alimentaire. Ensuite, Lucie nous a fait l'éloge de l'ignorance. Marine qui nous parlait de structures programmables, d'ailes d'avion et de réseaux piézoélectriques pilotés. Déborah qui nous parlait de Staphylococcus capitis et de toutes les clés pour découvrir ses secrets. Et enfin, Valentin qui met des enfants à dessiner dans des IRM ou quelque chose comme ça.
Je vous vois plonger déjà dans vos feuilles. Effectivement, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est que juste avant la phase de vote du public, notre jury est en train de partir dans sa salle secrète délibérée. Merci à vous. On vous retrouve dans 20 minutes pour désigner le 3e prix, le second et le premier prix. Pour vous, public, eh bien, vous avez 5 minutes où j'arrête de parler pour vous laisser décider du choix de la personne qui, pour vous, mérite le grand prix du public. Et on se retrouve ensuite dans 5 minutes. C'est très important parce que ce gagnant fera partie des 2 qualifiés pour la demi-finale de Paris du 29 au 31 mars 2023. Il y a actuellement 3 boîtes qui récupèrent vos votes dans la salle. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on vienne récupérer vos votes. Il vous reste 1 minute pour terminer les votes et ensuite on passe à la suite.
Est-ce que tout le monde a donné son vote? Est-ce que les boîtes sont remplies? Est-ce que les porteurs de boîtes sont satisfaits? Le choix n'est pas si simple. Allez, l'essentiel a été fait. Et je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, pour patienter le temps que le jury fasse son travail, il doit rester une dizaine de minutes, et pour fêter cette édition particulière, pour fêter ces 10 ans, cette décennie entière de ma thèse en 180 secondes, eh bien, pour cette fois-ci, nous vous avons invité des personnes qui vont venir passer un petit peu de temps avec vous, et je vais vous expliquer qui elles sont. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement avec moi Valentin Baron, Leslie Lemarchand et Bastien Marguet. Bonjour à vous trois. Il se peut que certains d'entre vous les reconnaissent. En tout cas, leur visage doit vous dire quelque chose. Et il s'agit en réalité d'anciens candidats de précédentes éditions avec lesquels on va passer un peu de temps et puis on va se remémorer un certain nombre de choses. D'ailleurs, il y a quelques belles images aussi de ces 10 années passées qui passent à côté. Justement, on pourra vous envoyer le PowerPoint si vous voulez. Oui, de toute façon, tout est à vous, il n'y a aucun problème. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par vous présenter. Donc, qui êtes-vous? Et puis, quel était le sujet de la thèse que vous êtes venu, vous aussi, présenter? Alors, pas au mot près, hein, la thématique générale. Dites-nous tout. Du coup, moi, c'est Valentin Baron, et ma thèse, c'était méthode d'identification de sources acoustiques paramétriques par mesure d'antenne-rie. Simple, facile. Est-ce que tu peux nous faire ma thèse en 12 secondes pour résumer tout ça? Maintenant, tu sais faire. Alors moi, j'ai travaillé en acoustique sous-marine et en acoustique aérienne. J'ai essayé de trouver des machines sous-marines qui font du bruit et des drones avec de l'IA. D'accord, ok. On va passer aux deux autres. On reviendra évidemment à chacun d'entre vous. Alors moi, c'est Leslie. Je pense que je suis un peu la grand-mère de... Parce que j'ai eu le prix du public en 2014, donc c'était quasiment 10 ans. Bravo. Donc je ne me rappelle évidemment plus du titre de ma thèse, parce que ça fait trop longtemps. Mais je sais que je travaillais sur les bébés et que je regardais le lien entre le développement du langage et la mastication, et je faisais ce fameux mouvement très intelligent. Qui a fait ton succès. Exactement, et pour lequel on se rappelle encore de toi aujourd'hui. Exactement. D'accord. Je suis une véritable star grâce à ce mouvement. Merci beaucoup. À toi. Bonjour. Alors moi, mon sujet, c'était modélisation de la naissance des joints de grains dans les matériaux bidimensionnels avec une application au graphène. Donc effectivement, je parlais beaucoup de graphène. C'était juste l'année dernière, donc il y a juste quelques mois finalement. Donc je suis le petit jeune parmi les anciens, disons. En 12 secondes, alors moi, le graphène, c'est un matériau exceptionnel. Tu commençais comme ça déjà. Je commence à peu près comme ça. Sauf que pour le produire à grande échelle, à échelle industrielle, il y a des défauts qui se glissent à l'intérieur. Et moi, en fait, je cherche à comprendre la formation des défauts en faisant de la modélisation mathématique de cette formation pour chercher sur quels paramètres je peux jouer pour compenser ces défauts. Donc des sujets relativement techniques, très intéressants, qui font partie de la recherche actuelle, donc de la science en train de se faire, des connaissances qui sont en train de s'acquérir, avec des réponses qu'on a et d'autres qu'on n'a pas. Pourquoi est-ce que vous, en particulier, vous avez choisi ce thème? Qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans ces voies-là? Est-ce que c'est une personne particulière? Est-ce que c'est une rencontre? Pourquoi est-ce que vous êtes allé faire ça? Moi, c'est vraiment un pur hasard. En fait, je connaissais même pas le graphène au début de ma thèse. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Mais c'est plutôt une rencontre, en fait, la rencontre de mon directeur de thèse, qui lui était un physicien qui avait une manière de voir les choses qui me plaisait énormément. Et en fait, je me suis accroché plus à la personne qui ensuite m'a proposé un très beau sujet. Il s'avère que c'était lié au graphène, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi tant que je travaillais avec cette personne. D'accord. Ok. C'est très honnête.
C'est beau. Moi, j'ai fait des études en traitement du signal. Le traitement du signal, j'aimais vraiment ça. Du coup, je voulais continuer ça en stage de fin d'études. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise qui proposait ensuite de continuer en thèse, ce qu'on appelle CIFRE, donc une thèse dans une entreprise. Ce qui me plaisait beaucoup parce qu'on est un petit peu mieux payé. Et du coup, le sujet acoustique me plaisait beaucoup dans les applications du traitement du signal, parce que c'est un signal que j'apprécie. Donc c'est vraiment le sujet de départ, traitement du signal appliqué à l'acoustique, qui me plaisait beaucoup, et la possibilité aussi de faire de la continuité, donc avec une équipe dans laquelle j'étais bien aussi. Et toi, c'était dans la continuité de quelque chose que tu avais déjà fait et que tu poursuivais, c'est ça? Exactement. Et le sujet traitement du signal appliqué à l'acoustique me plaisait beaucoup. Ouais. D'accord. Et moi, c'est parce qu'elle était financée. Tiens, il y a quelque chose qui revient. Je pouvais partir au Canada. Comment? Donc, non, et parce que c'était une thèse financée en co-tutelle avec l'Université de Montréal. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de partir 1 an au Canada. Donc, ce sujet va me plaire. C'est pas négligeable. Et que c'était sur les bébés et que j'avais envie de travailler en acquisition sur les enfants. Donc voilà, je me suis adaptée au sujet. Donc, quand on s'adapte à un sujet au bout de 4 ans, c'est un peu long. Mais c'était super intéressant. Et puis voilà, avec les bébés, c'est quand même mignon. D'accord, ça marche. Je ne dis pas le contraire, clairement. D'ailleurs, certains nous en ont encore parlé, mais maintenant, ils les mettent dans les IRM pour faire des dessins. C'est encore un peu différent. Du coup, là, on sait pourquoi est-ce que vous êtes parti faire cette thèse. C'est aussi des questions que vous pouvez vous poser déjà dès le lycée. Donc, la question, c'est pourquoi vous avez fait cette thèse, mais aussi, du coup, quand on fait la thèse, en général, on est bien occupé, on a beaucoup de choses à faire. Pourquoi est-ce que vous êtes venu participer au concours ? Parce que c'était rigolo. C'est une option. Non, c'est en fait, je trouve que la médiation scientifique, c'est super important. Et moi, c'était vraiment, pour le coup, un fil rouge toute ma thèse. J'ai vraiment fait une thèse qui avait vocation à être appliquée, notamment par les orthophonistes. Et j'avais vraiment envie, de tout le long de ma thèse, de pouvoir participer à des événements comme ma thèse en 180 secondes, la fête de la science, la nuit des chercheurs, pour sortir un peu de nos laboratoires. Mine de rien, ça fait aussi du bien de voir des gens normaux, entre guillemets, et d'expliquer, de faire le travail d'expliquer notre sujet de thèse. Je trouve que c'est vraiment indispensable. Donc chercher, mais aussi transmettre ces informations au public. D'accord. Ouais, ça prend du temps de faire ma thèse en 180 secondes. S'il y en a qui n'ont pas encore commencé la préparation, sachez que ça prend du temps. Attendez d'être un peu avancé dans votre thèse, vous serez que meilleur parce que vous aurez plus de recul. Pourquoi j'ai voulu faire ma thèse en 180 secondes? Parce que j'aime bien le théâtre aussi. Ça m'a mis le pied à l'étrier, maintenant j'en fais. Et il y a un aspect... vulgariser, pour moi, c'était quelque chose de facile. J'ai pas eu du mal à écrire mon texte. Par contre, faire ma soutenance, ça a été une difficulté énorme. Donc, ouais, mais vraiment, se mettre au niveau d'un discours technique entre pairs, etc., c'est difficile pour moi. Je l'ai compris lorsque j'ai dû faire ma soutenance et mon manuscrit. Par contre, écrire mon discours, ma thèse en 180 secondes et tout ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé faire, que j'ai trouvé assez facile. Donc, tout simplement, la facilité et le plaisir de le faire, c'est ça qui m'a mis le pied dedans. Et j'ai adoré ça, j'ai mieux compris ma thèse, j'ai mieux compris pourquoi je la faisais. J'ai mieux compris pourquoi, quelques mois après, j'ai démissionné de mon entreprise. Donc, il y a plein de choses qui se sont ouvertes grâce à cette écriture et à cette vulgarisation. Ça permet de faire le point et de profiter justement de nouvelles opportunités. Ouais, parce que typiquement, au début de la formation, on discutait de notre thèse en paire, et cette paire devait expliquer la thèse aux autres. C'était un petit exercice, ce qu'on appelle souvent interview croisée. Et moi, ce que j'avais expliqué, elle en a dit quelque chose, cette personne, et je lui ai dit ça, et elle m'a dit ouais, ce qui est important pour Valentin, c'est les baleines, machin et tout. Je pensais pas du tout avoir dit ça, et en réfléchissant, en fait, c'était ça qui était important pour moi. Donc on repart sur la vulgarisation, c'est-à-dire de l'importance de ce qu'on a dans la tête et de la manière dont on va l'exprimer aux autres aussi. Ouais, et ça fait découvrir ce qui vraiment nous drive, ma thèse en 180 secondes. Finalement, comme on est obligé de garder l'essence de ce qu'on fait, finalement, en l'expliquant aux autres et tout ça, on enlève, et on se dit oui, c'est ça qui est important pour moi. D'accord. Et pour toi, alors, du coup? Et moi, je voulais aussi montrer, donc je suis quand même sensiblement d'accord avec, je partage vos points de vue, ça m'est aussi arrivé, mais je voulais aussi montrer que l'image du scientifique qu'on a un peu dans l'imaginaire commun, c'est pas tout à fait ça. Vous savez, ce vieux monsieur en blouse blanche avec à moitié chauve, avec des lunettes, qui tient une fiole bleue comme ça et qui regarde, c'est pas forcément ça. Et le scientifique, c'est aussi
c'est aussi des jeunes chercheurs voilà, qui présentent leurs thèses de manière dynamique et assez jolie. Donc je voulais participer à cet exercice pour montrer que c'est aussi ça la science. D'accord. Est-ce que du coup vous avez un souvenir particulier, une anecdote, quelque chose qui justement que vous aurez envie de partager un peu, qui permettrait de figer, enfin qui vous a permis aussi de figer un peu votre expérience dans tout ça? Ouais, moi c'est l'anecdote dans ma famille. Alors voilà, les repas de famille, on a toujours du mal. Monsieur Debout, que vous en parliez tout à l'heure. Et ben moi, ma grand-mère, effectivement, elle a aucune formation scientifique mais bon, elle était captivée par voir son petit-fils qui était là sur YouTube en train de passer devant un public comme ça. Et j'ai jamais rien compris quand j'avais tenté de lui expliquer avec des mots scientifiques, évidemment. Mais à la fin de ma thèse sur le graphène et ma métaphore de la cuisine, elle m'a dit « Mais tu sais, si jamais tu veux faire de la cuisine chez moi, ben en fait, j'ai des bonnes casseroles et des crayons de papier. » Et ça faisait vraiment, voilà. J'ai compris qu'elle avait compris des choses. Et je me suis dit que c'était aussi ça, voilà, ma thèse en 180 secondes, la manière de vulgariser pour le très grand public. Juste avant de passer le micro, une petite aussi différence, c'est que Bastien, justement, il a suivi la grande finale nationale. C'est-à-dire que tu es allé jusqu'au niveau suivant. Ouais. Bravo. Merci. Du coup, 1300 personnes devant toi. Sacrée expérience. Ouais. C'était une sacrée expérience. En plus, c'était à quelques centaines de mètres de chez moi, donc c'était encore plus impressionnant. Mais d'avoir surtout tous mes amis, ma famille avait fait le déplacement, avait fait des centaines de kilomètres de déplacement pour venir me voir. Voilà, imaginez présenter la science devant 1300 personnes à la Bourse du Travail. Alors habituellement, c'est les grandes stars, ceux qui font des one-man shows, Jérôme Commandeur, les autres que mes amis ont pu voir dans ces salles. Et on me disait, j'ai vu 2 personnes à la Bourse du Travail, Jérôme Commandeur et Bastien Marguet. Je m'étais dit, c'est assez dingue quand même. Il y a pire dans la vie, ouais. Voilà, c'était une grande fierté, évidemment. Et puis je représentais la région lyonnaise à ce moment-là. C'était un beau moment. Merci Bastien. Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Valentin, est-ce que tu as un souvenir à partager avec nous? Moi, le souvenir, c'est que l'amphi était un peu vide, puisque moi, c'était l'année du Covid, donc j'ai fait ça en visio. Franchement, à chaque fois, ça fait mal au cœur de revenir et voir l'amphi plein. L'année dernière, c'était pareil. Tu veux la refaire maintenant? Je pense pas que je puisse le faire en 3 minutes. Mais par contre, l'anecdote, c'est que c'est une anecdote qui se répète. Moi, je sais pas si certains s'en souviennent, mais c'est la baleine. Et du coup, quand je croise des gens que je ne connais pas, même dans le milieu professionnel, les gens me disent « Ah, mais c'est toi la baleine !» Voilà. C'est ton surnom maintenant. D'accord. Leslie? Moi, ça fait tellement longtemps que je ne m'en rappelle pas. Non, si, je trouve que c'est vraiment plus qu'une anecdote précise, c'est plus l'ambiance générale qu'il y a autour de cette journée. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais il y a une ambiance, il y a plein de bienveillance, on échange tous ensemble. Et moi, c'est plus l'ambiance générale. C'était super, un peu colonie de vacances pendant une journée. Et moi, j'avais adoré cette journée-là pour ça. D'accord. Alors, on poursuit un petit peu. Justement, on a fait le passé, on fait le présent. C'est-à-dire que ma thèse en 180 secondes, c'est pas l'aboutissement, comme on pourrait le croire. C'est-à-dire que c'est une étape. Ensuite, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous faites aujourd'hui? Et puis, est-ce que cet événement-là, en particulier, vous a aidé d'une manière ou d'une autre par rapport à ce que vous faites maintenant? Alors, étonnamment, je ne fais plus du tout de recherche. Non. Par contre, je suis j'ai quand même toujours un pied dans la recherche, puisque je suis maintenant responsable on va dire chef de produit pour une entreprise à destination des orthophonistes, donc une entreprise qui fait des logiciels d'évaluation et de rééducation pour les orthophonistes. Et donc, je chapeaute tous ces projets-là. Donc voilà, je suis quand même pas très loin des orthos, donc ça va. Voilà. Est-ce que ma thèse en 180 secondes t'a aidé d'une manière ou d'une autre? Ouais, mine de rien quand même, ça m'a appris à apprendre à parler en public sans avoir peur. Et quand je fais des présentations devant des clients ou face à des collègues, en fait, ça permet aussi de poser son discours, de ne pas être paniqué, d'essayer de faire des petites blagues pour se sentir un peu moins seul des fois sur des sujets un peu lourds. Et voilà, donc vraiment, d'apprendre à se poser et à parler en public, c'était vraiment... Vous avez chacun et chacune eu une formation avant ma thèse en 180 secondes. Il y a des gens qui sont justement venus vous expliquer, vous aider justement à poser vos discours. C'est ça? Moi, à l'époque, pas trop. Mais... On a appris depuis, on fait de mieux en mieux. Oui, moi, c'était la Lili qui faisait ça, la Ligue d'improvisation lyonnaise.
Et là maintenant, c'est un autre organisme de formation et je vais former pour eux les prochains doctorants de ma thèse en 180 secondes à l'écriture. Donc je vais faire ça en novembre normalement. Et du coup, oui. Aujourd'hui. Pardon. Non, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, la question c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, moi je suis maintenant, suite à ma démission, je suis auto-entrepreneur. Et pas dans n'importe quoi, je fais de la formation en intelligence artificielle et j'ai un autre volet de mon auto-entreprise. Je cherche à monter un projet de vulgarisation scientifique à grande échelle. J'ai un premier pilote qui a été fait là en janvier. J'ai 10 étudiants de Centrale Lyon qui ont été formés à la fresque Océane Junior. La fresque Océane, c'est un dérivé de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent. La fresque du climat, c'est un jeu de cartes qui se joue sur table pour comprendre le changement climatique. Et je les ai formés à la fresque Océane Junior et ils sont allés faire ça dans une école primaire à Vaux-en-Velin, à l'école Paul Langevin, qui sont en grève jeudi, donc on ne peut pas faire la fin du projet, mais je les soutiens. Et du coup, ils ont fait ça à 70 écoliers. Et donc l'objectif, c'est de faire grossir ce projet et à terme que ce soit les écoles d'ingénieurs qui me payent pour pouvoir réussir à faire de la vulgarisation scientifique dans les écoles. D'accord. Et du coup, ma thèse en 180 secondes, évidemment, est dans cette dynamique. Oui, dans la dynamique de vulgarisation et aussi dans la dynamique de réseau, puisque je suis un petit peu en contact de temps en temps, un petit peu moins en ce moment avec Pop Science ou des choses comme ça. Donc, faire un réseau autour de la vulgarisation scientifique, ça, c'est aussi important. D'accord. Si on veut travailler là-dedans. Et Bastien ? Et moi, aujourd'hui, donc en fait, j'ai participé au concours. Donc la finale était au mois de mai dernier. J'ai soutenu ma thèse en octobre. Et puis, dès le mois de septembre, en fait, j'avais rejoint l'IUT de Lyon, au département génie chimique, génie des procédés, où j'étais recruté comme professeur agrégé. Donc, je vois 3 de mes élèves qui sont au 2e rang, juste là, et qui ont voulu venir. Parce que, évidemment, j'essaie aussi de leur parler de la science, bien au-delà de tout ce qui se passe dans les cours. Donc j'enseigne les mathématiques, alors c'est pas vraiment la matière qui les passionne le plus, mais bon, en parlant un peu de science, on peut captiver parfois tous ces élèves. Et évidemment, voilà, le concours MT 180, ça m'a beaucoup apporté pour ça, pour me créer des petits îlots d'éloquence quand je suis en classe, pour être capable de parler de cette science et parfois donner envie d'aller un peu plus loin. Et en fait, de manière générale, je trouvais que ça donnait énormément confiance pour propager, on va dire, cette belle parole scientifique qui manque un petit peu parfois sur l'espace public et médiatique. Donc voilà, ça donne cette confiance-là pour porter haut les couleurs de la science. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question pour vous, puis après on aura terminé. Est-ce que vous conseilleriez à des doctorants ou à des étudiants de justement passer par cette épreuve de ma thèse en 180 secondes? Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que ça peut profiter à tout le monde? Voilà, de tout ce que vous avez vu et de tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui commencent une thèse, mettons, l'année prochaine? Quelques conseils, ouais. Il y en a. Évidemment, je le conseille à tout le monde de passer ce concours. Ça demande beaucoup de temps en plus du travail de thèse, évidemment, mais je pense que c'est du temps à la fin, vous gagnerez beaucoup avec ce temps passé. Bon, je vais juste vous raconter mon expérience personnelle, parce que chacun aura sa propre expérience avec ce concours, mais j'ai passé des heures que je ne compte évidemment pas sur des livres de rhétorique, de pédagogie, pour apprendre à avoir différentes nuances de ton, pour même aller jusqu'au timbre vocal. Est-ce que, voilà, si j'accélère un peu le ton, si j'ai un timbre un peu chevrotant, ou si j'ai des variations, des petits silences, etc. On apprend tout ça, on apprend à parler, on apprend à bien parler, on apprend à captiver. Et peu importe en fait à quel endroit on s'arrête dans le concours, à la fin on ressort avec une confiance en soi, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui est le plus important. Merci Bastien. Valentin, qu'est-ce que tu en dis? Du coup, moi, de mon expérience personnelle, j'ai ramé pour trouver quelqu'un pour le faire avec moi. Parce que l'année d'avant, il y en avait 2 qui l'avaient fait ensemble, à 2 filles du labo qui l'avaient fait ensemble, Anne-Lyne et Emeline, qui l'avaient fait ensemble, et elles avaient partagé une super expérience. Donc essayez de bien ramer pour trouver quelqu'un pour le faire avec vous, parce que l'expérience, elle est plus belle, je pense. Est-ce que je conseillerais à le faire à tout le monde? J'ai envie de dire oui, parce que ça apporte quelque chose. Et notre cas, je ne sais pas si on le partage, mais en tout cas, mon cas, c'est plus facile pour moi mettre en 180 secondes que la soutenance. Ce n'est pas le cas de la plupart des
des doctorants. La plupart des doctorants, c'est plus facile de parler technique, de parler avec les pairs, etc. Donc, vous allez sortir de votre zone de confort et forcément en apprendre beaucoup. Par contre, c'est pas facile. Quand on sort de sa zone de confort, du coup, j'ai préparé avec quelqu'un son pitch. C'était compliqué. Elle voulait pas. C'est pas être plus simple, parce que le but c'est pas d'être plus simple. Monsieur Barbieri l'a dit au début. C'est pas d'être plus simple, c'est d'être juste, mais dans des mots que tout le monde comprend, de se mettre dans le vocabulaire les 3000 mots de vocabulaire que les gens partagent en commun. Je ne sais plus si c'est 3000 le nombre, mais il n'y a qu'un petit nombre de mots de la langue française que tout le monde comprend ensemble. Tout le monde comprend les mêmes. Et ça, ce travail-là, il n'est pas facile, donc forcément, ça vous apportera quelque chose de le faire. C'est pas grave de ne pas aller jusqu'à la finale, c'est pas grave de ne pas aller jusqu'à la finale nationale. Vous allez apprendre à travers la formation des choses qui vont vous servir pour la suite. Merci. Leslie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Un tout petit mot. Je sais que vous l'avez fait plutôt en fin de thèse. Moi, à l'inverse, je l'ai fait en fin de première année de thèse. Et c'est vrai que c'est aussi bien de le faire au début parce que ça nous force à nous poser les bonnes questions et de se recentrer, de se dire « Attends, mais c'est quoi vraiment ma problématique ?» Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, justement. C'était comme un fil directeur, même sur la fin, quand j'étais sur la rédaction, à me dire « Attention, c'est vraiment ça que je cherche à aller montrer. » Et vraiment, moi, ça m'a cadré au début. Et donc, c'est pour ça que je le conseille à tous de le faire parce que même si c'est du boulot, c'est bien de le faire au début parce qu'on a un peu plus de temps. Et puis c'est vraiment une super expérience. D'accord. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci à vous. Bonne continuation. Michael, est-ce que le jury a terminé? Je ne te vois pas. Oui, il a terminé? Il a terminé. D'accord. Donc le jury a terminé son délibéré. Ça va être très intéressant. Est-ce que le jury va arriver bientôt? Juste avant de commencer, il y a plein de gens qui me font plein de signes. C'est une catastrophe. Juste avant de commencer la remise des prix. Et ça n'était pas prévu, ni pour vous, ni pour personne. Eh bien, avant de ramener le jury, avant de donner les prix, eh bien, il y a une petite surprise que j'aimerais vous faire à tous, que l'équipe aimerait faire à tous. Et pour ça, j'appelle à mes côtés Christelle Goutaudier, qui est responsable du collège doctoral de l'Université de Lyon et qui va remettre, en plus des prix normaux, 3 prix spéciaux à 3 personnes spéciales. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Alors la soirée est bientôt terminée. Vous avez donc écouté nos 12 candidats. Cette finale locale de ma thèse en 180 secondes, elle est importante parce que vous avez compris qu'il y a une finale internationale, une finale nationale française, et puis donc il faut apporter les candidats à ces différentes finales. Et donc c'est la raison pour laquelle on organise une finale locale. Donc certes, il y a des doctorants qui présentent leurs travaux, mais il y a aussi tout un tas de personnes à l'Université de Lyon et à la délégation régionale du CNRS qui travaillent, qui œuvrent pour faire en sorte que cette soirée puisse se tenir, que ce concours puisse avoir lieu. Donc, comme c'est la 10e édition, il me paraissait important de vous présenter ces gens qui travaillent depuis un certain nombre de mois sur cette édition, parce qu'il faut aller chercher les doctorants, ils ne viennent pas tout seuls, il faut aller chercher les lycées, il faut leur proposer des formations, il faut organiser toute cette soirée technique, etc. Il faut accompagner les doctorants, il faut les coacher, il faut les rassurer aussi. Donc voilà, il y a plein de gens, des petites mains, comme j'ai l'habitude de les appeler, qui travaillent. Et donc je souhaiterais vraiment qu'on les remercie ce soir. Et donc je vais appeler, ils ne sont pas au courant, je vais appeler Vanessa Cusinamano de la délégation régionale du CNRS. Je vais appeler Michael de Souza du service com de l'Université de Lyon. Vanessa. Et je vais appeler Christelle Isoard-Martin du service des études doctorales.
Alors, donc, les deux premiers, ils sont fidèles depuis le début, depuis la 10e édition. Donc, on va leur remettre le prix spécial des organisateurs. Tiens, Michael, tu as le tien également. Et puis Christelle Isoard-Martin, elle n'est pas là depuis 10 ans, mais depuis un certain nombre d'années, et je vous assure qu'elle ne compte pas son temps non plus pour travailler sur ce projet. Donc merci à tous les trois pour votre implication. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Vous pouvez dire non. C'est la première fois que je passe de ce côté, du coup. Tu vois? Non, remercier les doctorants et doctorantes qui, chaque année, nous font le grand plaisir de s'embarquer avec nous dans l'aventure, et le public qui est toujours au rendez-vous, et c'est toujours un vrai bonheur de voir cette salle remplie à l'occasion de ce concours. Donc merci à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un peu étrange d'être ici, on donne plein de consignes, il faut faire ci, ça, ça, et puis quand on est devant, c'est un peu effrayant en fait. Mais non, mais en fait on est au service des doctorants, et c'est ça notre job en fait, d'être au service de l'université et de la recherche. Et depuis 10 ans maintenant, ça nous vieillit un peu, mais bon. Voilà, en tout cas merci. Merci. Merci à tous. Moi, ça fait quelques années depuis que j'ai rejoint l'équipe, et c'est avec un grand bonheur tous les ans ce rendez-vous. Et puis, encore 1 an, 2 ans, 3 ans, plein. On se retrouve l'année prochaine. Voilà. Merci à vous. Et après cette petite parenthèse surprise, on va pouvoir reprendre la suite et la fin de notre rendez-vous. Donc on se retrouve tous ensemble pour assister à la remise des prix justement de cette finale locale Mathèse en 180 secondes, Lyon-Saint-Étienne. Voilà. Le public ici présent a voté. Vous avez voté pour le prix du public, décerné, et le jury, lui, il a délibéré pour décerner le 3e, le 2nd et le 1er prix. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Juste avant de passer à la remise des prix, j'aimerais juste discuter une dernière fois avec le président du jury pour savoir comment ça s'est passé. Donc on retrouve Romain Amiot. Il n'y a pas de... Ah si. Si. Avec une question très compliquée et surtout très originale. Est-ce que ça s'est bien passé? Alors au début, oui. Parce qu'on leur a mis à tous 10. Eh oui, que c'est l'école des fans. Voilà. Et après, on nous a dit non, c'est pas l'école des fans. Et donc là, ça a commencé à devenir un petit peu moche. On en est venu aux mains, mais finalement, on a réussi... Après moult discussions, parce que franchement le niveau était vraiment élevé, on en est venu à sélectionner donc 3 candidats qui nous paraissent être au-dessus. Mais encore une fois, c'était difficile. Oui, c'était vraiment difficile. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce travail. Et puis on va pouvoir passer maintenant à la fameuse remise des prix. Enfin. Alors j'appelle pour décerner le 3e prix Delphine Renard, chargée de mission régionale MGEN. Où est Delphine? Elle est là. Bonsoir. Bonsoir. En tant que partenaire, est-ce que vous voulez dire un petit mot justement sur cet événement? Très très court, mais MGEN est effectivement ravi d'être partenaire de longue date de Mathèse en 180 secondes. Il y a une soirée identique ce soir à Grenoble, donc voilà, on espère avoir des candidats de la région qui pourront se distinguer au niveau national, on leur souhaite en tout cas. Et voilà, on a parlé d'être au service MGEN par rapport aux universités, aux doctorants. On est là pour s'occuper de leur santé, être sûr que en termes de soins, de prendre soin d'eux, et de prévoyance, ils aient tout ce dont ils aient besoin. Merci à vous. Du coup, je vais vous laisser découvrir. Je vais aller récupérer le prix.
Et donc le troisième prix est attribué à Lucie Boel. Je vous laisse. Félicitations. Lucie, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Non, bah finalement, tu n'auras pas de fleurs. Voilà, c'est comme ça. Déjà, merci. C'était une sacrée aventure. J'aurais pas pu arriver jusque-là sans Élodie Chabrol, qui n'a pas pu être là ce soir, mais quand elle verra la vidéo, elle sera contente. On lui fait un petit coucou. Un petit coucou à Élodie. Et merci à tout le monde d'être là et d'avoir écouté mes élucubrations sur la philosophie des sciences. Merci à toi. Merci beaucoup. Pour le deuxième prix, j'appelle Madame Christelle Goutaudier, qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui est responsable du collège doctoral de l'Université de Lyon. Bon, alors, c'était pas prévu que ce soit moi pour ce prix, mais donc nous avons une malade parmi les remettants. Donc voilà, je fais office d'eux. Donc le deuxième prix, donc décerné par le jury, va à Mathias Valla. Mathias, un petit mot pour la postérité? Un petit mot, ça va être court. Merci beaucoup. Et mon syndrome de l'imposteur aura jamais été au plus haut. Merci à toi. Maintenant, le prix que vous avez décerné, il s'agit du prix du public. Et pour le remettre, j'appelle Monsieur Jean-Michel Longueval, vice-président enseignement supérieur et recherche à la métropole de Lyon. Monsieur Longueval, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Oui, vous m'avez demandé pourquoi à la métropole on soutenait cet événement, donc je pense que ce n'est pas la peine de l'expliquer, parce que rien que de le voir, et vu tout ce qui s'est passé dans les témoignages, ça se suffit en soi, parce que nous, on aide cet événement par une aide qu'on donne à la commu, à l'Université de Lyon. Le deuxième point, peut-être, c'est... Souvent, à la métropole, comme je suis vice-président enseignement supérieur recherche, vie étudiante, j'ai des collègues qui me disent « mais on n'est pas compétent en enseignement supérieur et recherche à la métropole ». C'est l'État qui finance tout ça. Et ils me disent alors pourquoi on devrait nous contribuer à financer des équipements de recherche ou l'enseignement supérieur. Et je leur réponds finalement, on finance le savoir et la connaissance, c'est un bien commun. Et que si on n'y était pas, et si les collectivités n'y étaient pas, ça serait vraiment un manque majeur, parce que quand on voit la qualité de ce que vous avez présenté, de ce que vous faites, on ne se pose pas de questions. Enfin, je veux dire, si on venait tous là, on ne se poserait pas de questions pourquoi on soutient cette recherche. Puis après, pour l'anecdote, quand on me demande qu'est-ce que tu connais toi en recherche, je viens, parce que comme ça, je peux faire le kéké, parce que je reprends des exemples que vous avez donnés. Et donc, du coup, j'explique ce que je sais la recherche, parce que voilà. Et donc, du coup, alors peut-être aussi pour vous dire qu'on a l'équivalent, nous, à la métropole, avec la ville de Lyon, qu'on appelle le prix de la jeune recherche, et qui est pour les post-docs plutôt. Ouais, là, c'est après le doctorat. Après le doctorat, et donc c'est un prix aussi avec trois candidats dans 3 catégories. Et je vous invite tous à suivre la cérémonie aussi de remise du prix de la jeune recherche, parce qu'il est complètement cohérent et complémentaire avec... Qui a lieu à quelle époque? Qui a lieu à quelle époque, Stéphanie? Qui aura lieu bientôt. Bientôt, cette année. Voilà. Vous les verrez sur les réseaux sociaux. Non, mais on n'a pas encore fait le jury, et je vous signale d'ailleurs, vous avez vu Christelle Goutaudier 2 fois, mais comme elle préside le jury du prix de la jeune recherche, si vous revenez, vous reverrez Christelle Goutaudier une 3e fois. Voilà. Donc on peut revenir pour Christelle. Merci à vous. Je vous laisse du coup, je vais tenir le micro. J'ai essayé de faire un discours en moins de 3 minutes. Alors, c'est le prix du public.
On l'a déjà vu. Puisque le prix du public, c'est pour Lucie Boel. Je suis d'autant plus ravi que j'ai voté pour vous. Mais j'ai pas marqué mon nom, hein, donc ça, voilà. Bravo, félicitations en tout cas. Ça reste anonyme. Lucie, est-ce que tu veux refaire un tour ou est-ce que ça ira? Je dirais pas grand-chose de plus, mais du coup, je vais en demi-finale, donc je suis contente. Merci. Merci beaucoup et bravo, Lucie. Merci à vous, je vous laisse rejoindre la Comme ça, c'est la preuve que vous avez. Merci. Et enfin, que d'émotion. Pour le premier prix, eh bien, je vais demander au président de l'université et à notre délégué régional du CNRS que nous avions vu tout à l'heure de nous rejoindre tous les deux, de nous redire un petit mot. Monsieur Debouc, Monsieur Barbieri, juste avant de donner le nom du ou de la grande finaliste, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Écoutez, non, tout a été dit. Le suspense est insoutenable. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Pas 3 minutes, ni 180 secondes. Je crois qu'il faut y aller. Allez, dites-nous tout. Donc la Palme d'Or. Pardon. Le premier prix est attribué à Valentin Gauthier. Valentin, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Dis donc, surtout après ça fait beaucoup de décompression d'un coup. Mais je suis évidemment ultra enchanté parce que c'est vraiment un rêve. Honnêtement, je suis ultra heureux de voir que des gens ont apprécié que je leur parle de ce que j'ai fait. Et c'est ça mon rêve. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci messieurs. Valentin, tu vas rester avec moi. Merci messieurs. Je vous laisse retourner à la place. Et nous, on en a terminé pour ce soir. Alors juste avant de terminer, on va quand même pas partir avant de se faire une petite photo de groupe. Donc je vais citer tous les doctorants que je vais demander de venir nous rejoindre. Je demande donc à Marius, à Tom, à Stéphanie, à Mathieu, à Camille, à Cécile, à Mathias, à Amal, Lucie, Marine, Déborah et Valentin de venir jusqu'ici. Et de faire un grand sourire pour la photo. Et j'aimerais aussi, juste avant que nous terminions cette soirée, vous remercier, vous qui avez eu la gentillesse de venir soutenir ces doctorants, leur apporter votre bonne humeur, votre énergie. Remercier aussi les personnes qui nous suivent sur Internet et qui ont suivi aussi cette soirée, qui ont participé aussi à leur manière. On vous donne rendez-vous donc les 12, 13 et 14 mai à Villeurbanne pour le prochain grand rendez-vous de science. Ce sera le festival Pop Science, donc 3 jours de découverte, de rencontres, d'échanges, de médiation avec les chercheurs, pour les petits comme pour les grands. Donc rendez-vous 12, 13 et 14 mai. Et nous vous disons tous merci et au revoir. On y va? Allez, on va boire un coup. Tu t'y attendais pas, celle-là, hein?